OK. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois encore, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, comme vous le savez, depuis quelques temps, nous organisons des webinaires gratuits, des ateliers de formation en ligne pour pouvoir contribuer au renforcement de capacités des institutions financières, notamment les institutions de microfinance. Et nous sommes toujours heureux de vous voir aussi nombreux à nos webinaires, à nos ateliers de formation en ligne. Aujourd'hui, nous sommes dans la célébration de la Journée internationale de la femme et les institutions financières en tant qu'organisation ont aussi des préoccupations liées aux droits de la femme, à l'égalité homme-femme. Eh bien, nous avons voulu participer à cela en abordant un thème sur le leadership féminin, comment les femmes font la différence dans les institutions financières. Nous avons Madame Beriki Soubaba qui est l'animatrice principale de ce webinaire. Et nous voulons encore une fois la remercier pour sa disponibilité à nous accompagner sur cette activité. Mais avant, nous allons vous parler un peu de notre cabinet, ce que nous faisons. Donc, c'est un cabinet qui est basé au Bénin, qui a été créé par le Béninois et qui vise, entre autres, à définir une offre de renforcement des capacités de formation et d'assistance technique en ligne pour les institutions de microfinance pour le moment. Mais nous envisageons à élargir nos offres à d'autres secteurs, aux institutions financières de façon globale et à d'autres secteurs d'activité. En plus des webinaires gratuits que nous organisons, nous faisons aussi des formations en ligne. Nous avons déjà eu l'opportunité, avec des participants de divers pays, d'animer des ateliers de formation en ligne. Le dernier que nous avons animé, c'était le 24 février dernier sur les travaux de fin d'exercice dans les institutions de microfinance. Et avec le nombre de participants que nous avons, les pays représentés, nous pouvons dire que ça a été vraiment un succès à la satisfaction des participants. Alors, notre prochain atelier que nous avons, c'est dans la même logique des travaux de fin d'exercice, mais beaucoup plus lié à l'auditeur interne, aux travaux d'audit de fin d'exercice. Et cet atelier va aborder de façon globale le processus d'audit, va permettre aux participants de comprendre un peu la notion d'audit, les différentes phases, comment faire une mission et comment les axes de contrôle, surtout quand on est en fin d'exercice, qu'est-ce que l'auditeur doit chercher à vérifier en premier. Et après, il y a le rapport, d'accord? Et nous avons l'opportunité d'avoir comme formateur M. Guy Moudesseoulou, qui est le directeur de l'audit et inspection de la FESECAM, qui a accepté de participer, de partager son expérience avec les participants. Et les frais d'inscription sont de 20 000 francs CFA, 40 $ américains. Et la date limite d'inscription, c'est demain, 10 mars 2021. Alors, pour vous permettre de comprendre un peu davantage l'importance de cette formation, nous allons vous permettre de suivre un peu une petite vidéo de notre formateur sur l'utilité de la formation, l'importance de la formation.
Ok. Un instant pour que nous puissions voir la vidéo. Apparemment, le partage va être compliqué au niveau de la vidéo. Je vois pas. Ah, ok, c'est ici. Un instant. Ah, c'est sérieux, j'arrive pas. Pof. Voilà. Ok, merci pour la patience. Nous allons écouter le formateur de la formation sur l'audit, les travaux, les opérations de fin d'exercice de l'auditeur interne pour nous parler un peu de cette formation, de son importance et ses grands liens. Ça dure 2 minutes. Je vous invite à l'écouter attentivement. Des travaux de fin d'exercice par l'auditeur interne lui permet de fiabiliser l'information financière et comptable. Comme vous le savez, les travaux d'inventaire donnent lieu à des écritures de régularisation qui ont un impact sur le résultat. Donc, vérifier les dossiers d'inventaire, c'est aussi s'assurer que les états financiers reflètent l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'institution. Merci. Bon, la formation a essentiellement pour objectif de faire connaître la démarche de la mission d'audit comptable et financier, c'est de faire connaître la méthodologie d'une mission d'audit comptable et financier et d'entraîner les participants à l'utilisation des techniques et des outils permettant à l'auditeur interne d'atteindre ses objectifs. En ce qui concerne la cible, la formation concerne naturellement les auditeurs internes, mais aussi les chefs services audit interne, les comptables, les chefs comptables et tous ceux qui sont intéressés, les contrôleurs de gestion et tous ceux qui sont intéressés à l'utilisation d'une information financière. Merci. Bon, les grandes lignes de la formation, nous allons échanger essentiellement sur les normes, les techniques et les méthodes de l'audit comptable et financier. Bon, nous allons aussi échanger sur les différentes phases d'une mission d'audit comptable et financier.
et puis les différents actes de contrôle, les diligences à mettre en œuvre lors de l'audit comptable et financier. Cela permettrait à l'auditeur interne d'être outillé par rapport à ces travaux. Oui, bon, le bénéfice de la formation pour les dirigeants, c'est d'abord la fiabilisation de leur état financier, de l'information financière. Lorsque l'information financière est fiable, elle permet de prendre des décisions pertinentes. Et puis, ça permet aussi aux dirigeants d'outiller leurs auditeurs internes, d'outiller leurs contrôleurs de gestion, d'outiller tous ceux qui ont besoin d'une information fiable. Merci. Ce sont des travaux de fin d'exercice
Allô? Je me suis rendu compte que je parlais sans activer le micro. Donc, je disais que nous avons l'opportunité cette fois-ci de faire une thématique en lien avec euh, la Journée internationale de la femme. Et nous avons l'occasion d'écouter Madame Baba Birikissou qui fait un travail dans ce domaine-là, sur le leadership féminin, et elle va partager avec nous son expérience. Donc, je voudrais l'inviter à partager son écran et démarrer sa présentation. Si vous avez des questions pendant son intervention, vous pouvez envoyer ça dans la boîte chat et je vais pouvoir transférer. Donc, il y a aussi la boîte à questions sur laquelle vous pouvez envoyer vos préoccupations. Merci. Madame Baba, vous pouvez partager votre écran. Voilà. Bon? Oui, allez-y, activez votre caméra aussi. OK. Oui, allez-y. Partagez l'écran, on ne voit pas encore l'écran. Vous ne voyez pas? C'est bon maintenant? Non, on vous voit bien, mais pas encore votre écran, mais vous pouvez... Pas encore mon écran. Partager l'écran. C'est bon? Non. Pas du tout. Pas encore. Pas encore. Est-ce que c'est bon maintenant? Un instant. Non. Pas encore? Non, non. Non. Attendez. Tous les panélistes peuvent partager. Je vais avoir une présentation ici. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Mettez ça en format diapo et puis c'est bon. Affichez le diaporama, oui. Voilà, parfait. Donc, présentez un peu présentez-vous brièvement avant de démarrer la présentation. La communication, voilà. Voilà, merci beaucoup. Moi, c'est Birikissou Baba. Je suis chef service gestion de partenariat à la FESECAM Bénin. Et j'ai travaillé avec le projet ADAPAMI et depuis 2017. Auparavant, j'avais travaillé avec PASMIF qui a démarré en 2011 et qui s'est achevé en 2016. Donc, toujours sur la thématique égalité femmes-hommes. Donc, aujourd'hui, je suis chargé de vous présenter une petite présentation sur le leadership féminin dans les institutions financières. Donc, merci beaucoup de participer à ce webinaire et de contribuer à magnifier la femme. Voici le plan de présentation. J'aurai à vous faire une introduction. En grand 1, la définition du leadership. Ensuite, nous allons parler des exigences du leadership féminin, des manifestations du leadership féminin dans nos institutions financières, et des défis et enfin des perspectives pour l'égalité femmes-hommes. Nous aurons ensuite une conclusion. En guise d'introduction, on peut dire que suite aux grandes luttes féminines et surtout depuis la grande conférence de Beijing, la reconnaissance des droits des femmes est une problématique transversale qui prend tout son sens. Et il y a toute une panoplie de textes qui ont vu, qui sont pris des lois qui prônent l'égalité de droits entre les hommes et les femmes. À travers le monde, plusieurs femmes qui ont émergé dans divers domaines portent ces idées, faisant du leadership féminin un moyen d'atteinte de l'égalité en droit tant recherché.
En fait, ce qu'on introduit là, c'est que pour atteindre l'égalité en droit, le leadership féminin se révèle être un moyen. Et on voit de plus en plus le leadership se développer, le leadership féminin se développer dans plusieurs domaines, dans plusieurs expertises. Et ce n'est que pour le bien de l'égalité entre les sexes. Le leadership, en termes de définition, se définit comme la capacité d'un homme ou d'une femme à conduire un groupe vers l'atteinte d'objectifs par une adhésion volontaire à une vision. Et ça, c'est une définition simpliste. Quand on veut aller un peu en profondeur, on peut comprendre le leadership à travers plusieurs qualités, et comme la vision, l'engagement, la compétence, la crédibilité. Donc, ceci n'est qu'une définition très simpliste. Et quand on parle de leader, on voit toujours des objectifs, on voit aussi un groupe et on voit une adhésion volontaire à l'atteinte de ces objectifs-là. Le leadership féminin présente quelques différences comparées à celui masculin. Auparavant, des rôles sociaux ont été répartis entre les hommes et les femmes. Donc, on se demande parfois quand on entend leadership féminin, on s'étonne, on se demande qu'est-ce qu'il y a à féminiser le leadership. Et quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que les femmes ont toujours été marginalisées, confinées dans certains rôles. Et c'est ces rôles-là, ce confinement dans ces rôles, qui les amène à avoir, disons, qui ont fait naître des obstacles qui empêchent leur plein épanouissement. Et au nombre de ces obstacles-là, on peut citer la peur, le manque de confiance en soi, les préjugés, les stéréotypes, le système patriarcal, la pauvreté, le manque ou l'insuffisance de formation, la méconnaissance des tests. Comme par exemple, on voit en termes de rôle social, on peut par exemple voir les tâches domestiques. Les tâches domestiques. Une jeune fille ou bien une petite fille à qui on demande tout le temps d'assumer des tâches domestiques finit par se convaincre qu'elle ne peut que faire cette tâche domestique. Elle comprend que c'est son rôle. Or, ceci n'est qu'un construit social. Il peut en être autrement. Et ce construit social peut changer d'un milieu à un autre, d'une époque à une autre. C'est dans la prise en compte des solutions à ces obstacles que se trouve la particularité du leadership féminin. On voit par exemple dans nos sociétés africaines, quand une femme veut prendre la parole, dès déjà qu'elle est petite fille, on lui interdit de prendre la parole. Et donc, vous voyez, une jeune fille, dès qu'elle devient jeune fille, elle se convainc elle-même qu'elle n'a pas droit à la parole. Et la plupart des jeunes filles et dans nos sociétés africaines sont dans cette posture-là. Donc, en termes de leadership, on voit par exemple que quand une femme, dans notre contexte actuel, veut montrer son leadership, il faut qu'elle puisse être capable de prendre la parole en public. Donc, c'est de ces obstacles-là, la solution à ces obstacles que naissent la particularité du leadership féminin. Nous avons dénombré quelques exigences de ce leadership qui caractérisent le leadership féminin. La première exigence est de savoir prendre la parole en public. Et quand on demande à la femme de prendre la parole en public, ça suppose qu'elle se prépare. Elle prépare bien son sujet. Elle va structurer son intervention et elle va briller dans son intervention. Donc, il faut que la femme puisse apprendre à prendre la parole en public. Ça, c'est la première exigence. La deuxième exigence, c'est de savoir conduire et participer aux réunions. Qui dit leader dit groupe de personnes. Et donc, quand vous dirigez un groupe, il faut savoir conduire et participer aux réunions. Donc, savoir conduire et participer aux réunions suppose qu'on prépare la réunion, le sujet, qu'on discute du lieu, que ça se prépare en fait. Donc, ça, il faut l'apprendre et le savoir. La troisième exigence, c'est de savoir animer les équipes. On reconnaît très souvent à la femme sa particularité et, disons, à se chamailler avec les autres femmes quand elles sont ensemble, quand elles sont en équipe. D'ailleurs, les femmes
dès que 2 ou 3 femmes se retrouvent, on dit toujours, laissez-les, on va voir jusqu'où ça va aller. C'est dans l'idée que la femme ne sait pas animer les équipes. Et l'une des exigences du leadership féminin, c'est de savoir animer les équipes. Donc, quand on anime une équipe, les conflits ne sont pas loin. Il faut savoir les prévenir et les gérer. Et il y a des principes de gestion des conflits qu'il faut maîtriser. La 4e exigence, c'est de savoir développer sa personnalité. Nous voyons et nous avons vu plus haut que la femme fait face à des obstacles. Et dans la solution, dans la recherche des solutions à ces obstacles-là, on voit que certaines femmes grandissent toujours avec ces obstacles-là, hein, en créant à l'intérieur de leur personnalité disons, des limites qui sont internes, qui sont mentales. Donc, il faut savoir développer sa personnalité pour surmonter ces limites-là. Il faut diagnostiquer et, disons, faire la liste des améliorations qu'on veut apporter à sa personnalité, savoir l'objectif que l'on poursuit pour, disons, essayer de dépasser les obstacles internes à notre épanouissement. La 5e exigence, c'est de savoir tenir compte de son environnement social. Donc, dans le cas, par exemple, particulier de nos sociétés africaines, on voit mal une femme, par exemple, qui va dans un village et qui doit, par exemple, s'habiller comme une Européenne. Donc, elle ne peut pas être acceptée. Ou alors, une femme qui s'habille en homme dans certains milieux n'est pas acceptée. D'accord? En tant que leader. Et elle fait fuir plutôt les autres femmes plutôt que d'être acceptée. Et elle n'arrive pas à faire passer ses idées. Donc, en tant que leader féminin, on doit pouvoir tenir compte de son environnement social. Et en tant que leader féminin aussi, il faut savoir rester humble. Il faut savoir rester humble. Une femme doit rester humble. On attend de la femme qu'elle soit gardienne de nos valeurs. Surtout en Afrique ici, qu'elle soit gardienne de nos valeurs. Et quand une femme ne fait pas montre de ces valeurs-là, on ne l'accepte pas. Donc, il y a toute une liste de valeurs sur lesquelles les femmes doivent veiller, malgré qu'elles sont des leaders. La dernière exigence, c'est de savoir rester femme. De savoir rester femme. Et ce n'est pas notre voix fine qui nous empêche d'être des leaders. Ce n'est pas notre corpulence très attirante qui nous empêche d'être des femmes. Non, on ne va pas vouloir être leader, changer par exemple sa voix pour parler comme un homme ou bien s'habiller comme un homme. Non, on peut toujours rester femme. Et c'est ce qui est d'ailleurs accepté. Une femme leader doit rester femme. Donc voilà les 7 exigences du leadership féminin. Maintenant, on va voir les manifestations du leadership dans nos institutions financières. D'abord, on va voir les catégories de leaders femmes dans les institutions financières. On peut citer la femme employée, recrutée par l'institution, membre du personnel. Donc, on retrouve des leaders dans cette catégorie. On voit aussi dans la catégorie des clientes, des femmes qui possèdent un compte dans l'institution et qui bénéficient des services de l'institution. Et la 3e catégorie de femmes leaders des institutions financières, c'est la femme élue, qui est d'abord une cliente de l'institution, mais qui est candidate à un poste et qui a été élue. Donc, voilà les 3 catégories de femmes leaders que nous avons dans les institutions financières. Les dimensions dans lesquelles le leadership féminin est apprécié dans nos institutions financières, on en dénombre généralement 4. Il y a l'accès au pouvoir, et l'accès à la connaissance, l'accès aux ressources et l'accès à l'emploi. Nous allons voir dimension par dimension de quoi ça retourne. Au niveau de l'accès au pouvoir, il s'agit de la présence des femmes dans les instances de prise de décision. C'est ce que nous comprenons par accès au pouvoir. Et en termes d'instances de prise de décision, nous avons le conseil d'administration, le comité de crédit, le conseil de surveillance, le comité de direction. On peut aussi citer certains centres de décision comme des postes de chef de service, de chef d'agence, de gestionnaire de petits guichets.
Toujours en termes d'accès au pouvoir, on a les femmes des institutions ont réussi à se positionner dans chacune des 10 organes de gestion en utilisant des moyens comme la sensibilisation, le plaidoyer, la négociation, le mouvement associatif. Tout récemment, avec l'appui de nos partenaires et dans les institutions financières, notamment dans le milieu de la microfinance, il y a eu beaucoup de plaidoyers qui ont été, disons, organisés, beaucoup de sensibilisation, parce que des PTA sont réalisés en début de chaque année et ces PTA sont mis en œuvre au niveau des structures financières décentralisées pour permettre de réaliser des sensibilisations, des plaidoyers et faire bouger les choses. Donc, il y a aussi le mouvement associatif qui permet de faire bouger les choses parce que les femmes s'organisent en association, en amicale. Dans le secteur de la microfinance, on peut citer 5 femmes DG d'institutions sur une cinquantaine. Toujours au niveau de l'accès au pouvoir, pour favoriser l'arrivée des femmes dans les instances de prise de décision, grâce à une initiative de ADAPAMI, les femmes candidates aux élections dans les différents organes se familiarisent au processus d'élection grâce à un accompagnement, un coaching qui s'étale sur toute la durée du processus. Et comment ça se passe? C'est qu'en début de chaque année, certaines femmes qui ont des potentiels sont identifiées et ces femmes-là sont accompagnées. D'abord, on les invite à une première sensibilisation. Ensuite, on les fait coacher. On les fait coacher par certaines femmes qui sont déjà passées par là, plus expérimentées, des élus. Et de ce fait-là, elles sont moulées dans le processus qui conduit à l'élection dans les organes. Et donc, on les suit pour la constitution des dossiers, on les suit également pour leur rappeler les délais dans lesquels elles doivent déposer leur dossier, faire un peu de campagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Les résultats sont assez encourageants. Et à la FESICAM, par exemple, le taux de représentativité des femmes dans les organes progresse de 2 points chaque année. Et cette année, il est à 23%. Et au début de l'expérience, nous avons commencé avec un taux de 12%. Le même projet a initié l'élaboration du PDI. Le PDI, c'est le plan de développement individuel au niveau des employés. Ce plan vise à faire un diagnostic de la personnalité des femmes identifiées et à proposer des actions dont la mise en œuvre prépare les intéressés à occuper des fonctions supérieures. Les PDI s'étalent généralement sur une année avec des actions bien précises qui ont été élaborées par des consultants et qui sont mis en œuvre et par les femmes identifiées, mais aussi par les structures pour permettre, par exemple, que le directeur des ressources humaines soit très coopératif pour aider les femmes, disons, à s'améliorer. Donc, voilà ce qui est fait au niveau de l'accès au pouvoir dans les institutions financières. Nous allons voir un peu ce qui se passe au niveau de l'accès à la connaissance. Au niveau de l'accès à la connaissance, c'est l'APSFD qui est par excellence la structure qui s'occupe de la formation dans le secteur de la microfinance. Donc, l'association professionnelle APSFD a pris en main la sensibilisation sur, disons, la sensibilisation sur l'égalité femmes-hommes et sur l'émergence de la femme. Il s'est doté d'une stratégie et plan d'action qui est mis en œuvre. L'élaboration de cette stratégie a été financée surtout par ADAPAMI, et qui a recruté des consultants qui ont réalisé cette stratégie-là pour la PSFD. Et cette stratégie est aussi mise en œuvre déjà. La PSFD a mis en place un groupe de travail, des points focaux égalité femmes-hommes pour faciliter l'intégration de l'approche au sein des institutions et favoriser l'émergence des femmes. Dans chaque SFD et affilié à la PSFD, il y a aujourd'hui des points focaux qui sont des ambassadeurs de l'égalité hommes-femmes qui œuvrent pour l'intégration de l'approche au sein des institutions.
Donc, la PSFD relaie les informations et maintient la veille à travers ces personnes-là. Toujours au niveau de l'accès à la connaissance, la PSFD a mis en place des outils de communication comme des boîtes à images, des publi-reportages, des débats télévisés pour informer sur l'importance d'accorder sa place à la femme dans les institutions financières. Donc, ça, c'est la communication. On voit bien que la PSFD a pris en main les choses. Donc, il y a plusieurs activités de communication qui se déroulent. Donc, les affiches, n'en parlons pas. Donc, tout ça pour permettre à la femme, pour renforcer les capacités de la femme et favoriser que l'on appuie les femmes dans les institutions de microfinance. Avec l'appui technique et financier du projet canadien ADAPAMI, plusieurs modules spécifiques ont été élaborés et sont déroulés au sein du secteur au profit des femmes afin d'élever leur leadership. On peut citer le genre et le développement. Ça, c'est un module qui a été élaboré avec l'appui de ADAPAMI qui est déroulé aujourd'hui depuis, disons, depuis 2012. Depuis 2012. Ce module a fait l'objet d'une mise à jour tout récemment, il y a 3 ou 4 ans. Il y a un autre module spécifique, leadership féminin, très adapté aux structures financières décentralisées, qui aborde de manière très simple la notion de leadership. Et ce module, par exemple, est un module qui aide les femmes au cœur même de leur foyer. Il y a aussi un module, la confiance en soi, qui a été élaboré spécialement pour les clientes à qui on octroie des crédits d'un montant supérieur à 5 millions, c'est-à-dire les clientes des centres financiers aux entreprises, les CFE, comme on le dit. On va prendre la troisième dimension par laquelle on apprécie le leadership féminin au sein des institutions financières, c'est-à-dire l'accès à l'emploi. Sur l'initiative de ADAPAMI, les responsables ressources humaines des institutions partenaires sont sensibilisés sur la problématique du leadership féminin. ADAPAMI n'a pas fait les choses à moitié. ADAPAMI a organisé carrément beaucoup de rencontres avec les RH pour les sensibiliser, disons, à recruter des femmes, à croire en la femme, à donner sa chance à la femme. L'effectif des femmes est en croissance avec la création de plusieurs produits spécifiques aux femmes. Ça, c'est une particularité, par exemple, au niveau du secteur. Et avec les sensibilisations qui sont faites, il y a des produits spécifiques femmes qui sont créés. Et sur ces produits-là, on voit qu'on recrute des femmes, disons, pour vendre ces produits-là. À la FESECAM, par exemple, il y a des produits comme le crédit épargne avec éducation, il y a des produits comme le CAFER, c'est-à-dire le crédit agricole aux femmes rurales, et il y a aussi des produits comme le CFC, le crédit aux femmes commerçantes. Donc, tous ces produits-là sont vendus par des femmes recrutées pour ça, pour faciliter les échanges avec les femmes clientes. Toujours au niveau de l'accès à l'emploi, les femmes sont positionnées sur des métiers dits d'hommes, comme chargés de prêt, agents de recrutement, bref, et disons des agents de terrain. Donc, dans plusieurs institutions, on voit comment les femmes sont confinées à certains postes comme des secrétaires, et on voit des femmes souvent caissières. Et donc, c'est souvent des métiers qui font que la femme est toujours sur place. Donc, on estime qu'elle n'est pas suffisamment apte à aller sur le terrain. Aujourd'hui, les choses bougent. Les choses bougent et les femmes sont nommées à des postes, à des métiers de terrain comme les hommes. Quatrièmement, les femmes développent surtout des aptitudes pour tenir ces postes-là. Donc, on la croit fragile, mais aujourd'hui, elle se bat. Elle se bat pour tenir à ces postes. Elle ne veut pas qu'on lui trouve des failles. La quatrième dimension, c'est l'accès aux ressources. Avec le développement de l'entrepreneuriat féminin, l'accompagnement des institutions financières, les femmes clientes se dotent de manière responsable de ressources dont elles ont besoin
pour faire prospérer leur affaire. Bon, à ce niveau-là, les femmes ont très souvent été confinées dans des crédits de petits montants. Et les structures financières sont très prudentes. Et on organise les femmes en dégroupement et on leur donne des petits montants. Et même quand la femme se sent capable d'aller au-delà, elle ne prend pas sur elle-même d'aller de façon individuelle parce qu'elle manque de garantie, elle manque d'un certain nombre d'assurances, ainsi de suite. Et donc, avec, disons, l'accompagnement des institutions financières aujourd'hui, les modules qui sont élaborés, par exemple la confiance en soi, tout ça là, les femmes arrivent à dépasser ce stade-là et à s'engager individuellement. Dans une grosse institution financière comme la FESECAM, au 31 décembre 2020, on compte plus de 50% de femmes dans la clientèle, ce qui est généralement le cas dans plusieurs institutions. Les femmes détiennent 16,5 milliards d'encours de crédit sur un total de 67 milliards. Donc, regardez un peu le taux, le pourcentage de femmes dans la clientèle et regardez un peu le pourcentage quand on parle de montant détenu par les femmes. Le niveau de l'encours des crédits moyen terme est de 10,2 milliards contre 3,3 milliards d'encours court terme. Là, c'est une amélioration parce qu'on voit que les femmes sont souvent confinées dans des crédits court terme, manquant de confiance en elles. Là, maintenant, c'est quelque chose qui a évolué. Donc, on voit l'encours de crédit moyen de 10,2 contre 3,3 d'encours court terme. Troisièmement, les femmes clientes bénéficient de produits spécifiques adaptés à leurs besoins. Il y a l'exemple des produits comme le CE, le CAFER, le CFC, l'EPD. L'EPD, c'est l'épargne planifiée digitalisée qui sont dédiées aux femmes. L'EPD n'est pas que pour les femmes, mais majoritairement, c'est les femmes qui en bénéficient. Parce que quand on va, par exemple, dans les marchés, les femmes sont installées devant leur étalage. Elles n'aiment pas perdre de temps pour aller, disons, au niveau des guichets des institutions financières. Donc, c'est un produit qui est adapté, sécurisé, pour leur permettre d'épargner pour garantir le développement de leurs activités. En marge de tout ça, il y a aussi le mouvement associatif qui ne peut pas négliger dans les manifestations du leadership féminin au niveau des institutions financières. Parce que les femmes du secteur s'organisent en association aujourd'hui pour défendre leurs intérêts, se rendre visibles, partager les expériences, accomplir des activités ensemble. Et on prend surtout le cas de l'organisation des GIF, de l'animation de causeries, débats. C'est vraiment, c'est-à-dire s'organiser en association paraît anodin, paraît pas très, très phare en termes d'action pour accroître le leadership, mais c'est assez puissant parce que quand une femme a réussi à un poste, les autres femmes se disent « je peux le faire » et elles partagent volontiers ces expériences et ça donne envie aux autres femmes de s'essayer. Donc, et l'accomplissement, par exemple, de l'organisation des GIF depuis, ça fait bientôt 7 ans aujourd'hui dans le secteur, fait en sorte que la femme se met en avant, se rend visible, et elle s'extériorise davantage et elle apprend. Elle apprend. Donc, au niveau toujours du mouvement associatif, plusieurs CFD ont favorisé la création d'amicales de femmes. On prend par exemple la LIDE, le NACA, la FESECAM et d'autres. Et d'autres SFD aussi sont en train d'emboîter le pas avec l'appui du consortium à la FIA. On va voir quand même qu'il y a des défis. Malgré tout ce qu'on a peint là, il y a des défis. Il y a des défis, il y a beaucoup qui restent à faire. Et les défis que le leadership doit relever, le leadership féminin dans le secteur financier, et ces défis-là sont, en termes quantitatifs, des stratégies devront être élaborées pour permettre d'atteindre les objectifs fixés. Donc, quand on parle d'objectifs en termes quantitatifs, on voit par exemple le taux de représentativité à tous les niveaux, et dans les organes de gestion, et au CODIR,
Il y a certains codis qui ne comptent même pas de femmes. Il y en a qui comptent 1 à 2 femmes. Donc, en termes de quantité, on peut se fixer des taux, des objectifs et se dire, au bout d'un an, faisons en sorte qu'on ait une femme en plus, ou alors on se dit à la fin du mandat d'un élu, on fait en sorte que ce soit une femme qui remplace et ça amène tout un tas d'actions à entreprendre. Le nombre de femmes dans l'effectif du personnel des institutions, ça aussi c'est un thème quantitatif. On peut dire, on se fixe des taux. Et à la FESECAM, par exemple, le taux de représentativité des femmes dans l'effectif tournait autour de 26. Et en 2012, aujourd'hui, il est à presque 35%. Et oui, il est à presque 35% aujourd'hui. On peut voir aussi le nombre de femmes formées. Et quand les plans de formation sont élaborés et quand on invite les participants, on fait attention d'inviter aussi des femmes. Donc, on essaie de jouer sur le nombre de femmes formées parce qu'une femme formée, c'est une femme qui est disponible pour occuper un poste supérieur. Voilà. Il y a le niveau du portefeuille de crédit détenu par les femmes. Et donc, tout à l'heure, on a vu le 16,7 contre 67 pour le portefeuille. Et on peut essayer de se fixer des taux. Et on ne demande pas de mettre des crédits tous azimuts aux femmes, mais c'est de leur donner leur chance en les accompagnant. Et le niveau d'épargne détenu par les femmes. Là aussi, c'est les femmes qui détiennent une petite portion elles font des petits épargnes. Elles ne prennent pas trop de risques. Elles font des petits épargnes. Donc, c'est de faire des actions de sensibilisation et beaucoup d'autres actions, de créer des petits produits qui vont leur permettre d'accroître le niveau d'épargne des femmes. On a vu aussi que les défis se posent en termes qualitatifs. Donc, il ne suffit pas de faire progresser les statistiques. Et quand, par exemple, au niveau de l'effectif du personnel, on veut beaucoup de femmes dans les effectifs du personnel des institutions financières, il ne faut pas que ces femmes-là viennent, qu'on les recrute seulement pour être secrétaire ou bien pour être caissière. Non, on veut des femmes de qualité, des femmes qui soient capables d'aller dans des instances de prise de décision, ainsi de suite. Et au niveau également de la formation, il ne faut pas qu'on forme au rabais les femmes, il faut que les femmes soient de plus en plus formées, envoyées pour avoir des qualifications générales de haut niveau. Ça les prépare à occuper des fonctions dans les instances de prise de décision. Et les femmes qui ont un bon niveau de participation dans les organes de gestion des institutions financières. Donc, on ne va pas avoir des femmes qui viennent gonfler le nombre de femmes dans les institutions, dans les organes de gestion. Non, on veut avoir des femmes qui participent, des femmes qui ont un bon niveau, qui comprennent les débats et qui contribuent à la prise de décision. Et ensuite, on veut avoir un niveau d'emploi élevé, mais avec des parts très appréciées. Aujourd'hui, on veut des parts qui sont très, très inférieures à 5. Donc, voilà, et en termes de qualité, en termes qualitatifs, ce qu'on attend des défis, disons, à réaliser. Et ce qu'on ne va pas oublier aussi, c'est l'insertion des pratiques dans différents documents stratégiques des institutions en vue d'une pérennisation dans la culture des entreprises. On veut intégrer l'approche égalité femmes-hommes dans les institutions financières, mais pour rendre, disons, pérennes ces actions-là, parce que pendant que le projet est là, ces actions sont mises en œuvre, mais une fois que le projet va prendre fin, il faut penser à comment est-ce que les institutions vont pérenniser ces acquis-là. Donc, en termes d'insertion dans les documents stratégiques, on peut avoir des documents comme les statuts et règlements, on peut avoir des documents, les procédures de RH, on peut avoir aussi le code de déontologie. Dans ces documents-là, on peut essayer, disons, de mettre certaines dispositions qui permettent de pérenniser l'intégration de l'approche au sein des institutions.
Les perspectives pour l'égalité femmes-hommes. Le leadership féminin pour atteindre l'égalité. On voit bien que si le leadership féminin progresse, on va avoir des femmes de qualité qui vont comprendre pourquoi il faut se battre pour avoir l'égalité et qui vont donner de l'énergie à la chose. Donc, le leadership est un bon moyen pour atteindre l'égalité. Et l'égalité tant recherchée, ce n'est pas une égalité, ce n'est pas une confrontation avec l'homme, non. C'est une égalité pour l'équilibre dans la société, dans la famille. Donc, on ne cherche pas, disons, à aller en guerre avec les hommes, non. Hein, c'est une égalité pour la recherche de l'équilibre. Et au niveau toujours des perspectives, il faut voir l'égalité femmes-hommes comme, disons, le rétablissement du principe féminin et masculin. Et ça, c'est des thèmes qui sont vraiment galvaudés. Nous-mêmes, on n'en comprend pas encore trop bien le sens, mais globalement, ce qu'on met dedans, c'est que quand on entend par principe féminin, et on voit les qualités comme conserver et comme prendre soin d'eux, comme des qualités comme s'occuper d'eux, être maternel, ainsi de suite. Et le principe masculin comme la domination, l'autorité, fixer des limites, ainsi de suite. Donc, dans la conception de toute vie, les deux principes viennent de manière complémentaire pour créer une nouvelle vie. Et dans la société, le principe masculin tente à prendre le dessus. Et donc aujourd'hui, on voit que le principe féminin n'est pas du tout valorisé. Et on voit même la tendance aujourd'hui des femmes qui développent plus le principe masculin. Et aujourd'hui, les foyers sont laissés, disons, sont laissés vraiment, c'est une démission. Et c'est l'éducation des enfants. Tout ça là est laissé pour compte parce que le principe féminin n'est pas du tout valorisé. Et c'est la société qui commence par, qui décline, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment comprendre que l'égalité homme-femme est bien au-delà de tous les discours qui entourent la chose. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment ramener dans une compréhension profonde et rétablir l'équilibre. Avant, une maison sans femme, ce n'est pas une maison. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce n'est pas une valeur aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas une valeur aujourd'hui. Donc, quatrièmement, il faut valoriser le principe féminin pour atteindre l'équilibre. Et le 8 mars, c'est vrai qu'on nous dit que le 8 mars, c'est pour réfléchir sur les droits des femmes. C'est vrai. Et beaucoup le prennent comme une fête. C'est tant mieux. Il faut valoriser la femme. Ce jour-là, les femmes se sentent à l'honneur. Elles arrivent à entrevoir leur importance. Elles arrivent à voir qu'elles sont des personnes de valeur. Et c'est tant mieux pour la société, même si ça arrive une fois là. Et ça permet quand même de se ressourcer. En conclusion, je dirais que le leadership se révèle être un excellent moyen pour atteindre une égalité en droit. Et ensuite, que les actions mises en œuvre renforcent les capacités des femmes et leur donnent une force interne qui leur permet de briser progressivement un conditionnement qui dure depuis des siècles. Et il faut briser ces conditionnements-là pour faire progresser la société. Je vous dis juste merci. Merci beaucoup à Madame Baba pour sa présentation très brillante qui nous a permis de comprendre la notion de leadership, mais aussi la notion de leadership féminin, de nous parler un peu des exigences de ce leadership féminin là, et les éléments à prendre en compte pour apprécier le leadership. Elle nous a aussi parlé des perspectives, des défis de ce leadership féminin dans les institutions financières et les perspectives, surtout en termes d'égalité homme-femme. Donc, selon elle, plus on a des femmes leaders, plus on est sûr d'atteindre un jour l'égalité homme-femme. Merci beaucoup à tous pour d'avoir suivi. Merci à elle-même pour sa présentation. Alors, s'il y a des préoccupations, je n'ai pas reçu, je viens juste de recevoir une préoccupation.
Alors, c'est par rapport à l'expérience avec la PSFD du Bénin. Donc, je voudrais préciser que Adapani, c'est un projet géré par DIDO Bénin qui fait la promotion du genre et de l'égalité homme-femme. Et que l'APSFD, c'est l'association professionnelle du Bénin connue sous le nom de Consortium Alafia. Alors, il y a Cissé Gibi, qui a toujours été présent à nos webinaires, qui demande comment sont choisies les femmes au niveau des points focaux de l'APSFD. Est-ce pas quota? Il voudrait bien comprendre le choix des points focaux. Vous pouvez aller directement. Hein. OK. Comment sont choisis les points focaux? Généralement, les points focaux sont une femme et un homme. Et on essaye de voir au sein des institutions qui est capable de porter la chose, c'est-à-dire qui est capable de défendre l'approche. Et c'est les institutions elles-mêmes qui détectent ces personnes-là et qui envoient les noms à l'APSFD. Donc voilà comment ils sont choisis. OK. Alors, Dibi avait aussi envoyé un message par mail et il voudrait savoir comment vous appréciez le développement des produits uniquement pour les femmes. Est-ce que c'est parce que les femmes ont de bonnes pratiques de gestion ou de gestion de crédit? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous d'avoir rien que des produits destinés aux femmes? Bon, quand je prends le cas du CE, le crédit épargne avec éducation, on se rend compte qu'auparavant, c'est les études qui ont permis de créer ces produits-là. On se rend compte que les femmes, quand elles ont du crédit, par exemple, elles s'occupent, quand leur enfant tombe malade, elles dépensent tout le crédit pour soigner l'enfant, ou bien c'est des grossesses à répétition, elles n'arrivent pas à faire prospérer, disons, son commerce parce qu'elle tombe enceinte, elle accouche, elle reprend une autre grossesse, ou alors c'est, disons, enfin, c'est plusieurs. Allez-y. Est-ce que, oui? On vous entend, allez-y. OK, voilà. Donc, ou alors c'est plusieurs événements sociaux qui l'empêchent, disons, de bien utiliser le crédit. Et parfois, c'est des détournements d'objets, des mariages, des baptêmes à organiser, ainsi de suite. Donc, ce crédit, par exemple, spécifique aux femmes, est fait de manière à ce qu'il y a le crédit, mais la femme suit des formations en notion de base financière avant d'avoir le crédit. Et c'est conçu de manière à ce que les femmes soient suivies. Il y a une solidarité qui est organisée dans les groupes de femmes et ça permet aux femmes d'apprendre à gérer le crédit petitement. Ça commence par 30 000, ensuite elle grandit. On voit des femmes qui atteignent finalement 500 000. Donc, elles se renforcent au fur et à mesure qu'elles prennent des petits crédits et qu'elles remboursent. Donc voilà, et ce n'est que bienvenue pour ce genre de crédit-là. Ça fait que des femmes qui pensaient peut-être ne jamais avoir du crédit, ça leur permet d'aller prendre du crédit en toute confiance parce qu'elles sont encadrées. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. OK, merci. Il y a Mme Baguidi qui souhaiterait que vous expliquiez davantage l'égalité homme-femme. L'égalité homme-femme. Oui. On ne parle pas l'égalité homme-femme, l'égalité en droit. Et ce n'est pas que l'homme est égal à la femme. Non, c'est l'égalité en droit. Si l'homme a le droit d'aller à l'école, la femme aussi a le droit d'aller à l'école. C'est dans ce sens-là qu'on comprend l'égalité en droit. Et il faut l'égalité, il y a un thème qui est très proche de l'égalité, l'équité, qu'il faut également prendre en compte. Hein? Et si aujourd'hui, on demande, je vais dire, quel exemple je vais donner, par exemple, pour l'équité, la femme, du fait qu'elle a eu, disons, des siècles, elle est restée sous le joug de l'homme, elle a perdu, il y a plein d'obstacles qu'elle a eu à traverser. Aujourd'hui, ceux qui défendent la parité, ils mettent devant l'équité pour dire que si on doit attendre que l'homme et la femme se mettent sur le même pied d'égalité pour compétir, on n'aura jamais de femmes. Parce qu'il y a déjà une avance
que les hommes ont pris. Donc, l'équité voudrait que, par exemple, on ouvre un peu pour la femme. Et donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup parce qu'il ne s'agit pas d'une faveur. Hein. C'est quand Mme Baba vient de dire, elle dit que l'homme a tellement plus d'avance sur la femme que pour que la femme puisse rattraper, jouir même de ses droits qui lui sont reconnus, il faut des actions fortes pour l'aider. Hein. Parce que quand on parle de droits, de l'égalité homme-femme, de droits, de respect des droits de la femme, on a l'impression que les gens considèrent que c'est des faveurs. Ce n'est pas des faveurs. Parce que la question de genre, beaucoup la pose en passant que c'est contraire aux principes, aux traditions, aux coutumes africaines, mais c'est une question de justice sociale. On ne peut pas continuer à traiter une partie de l'humanité comme ça, parce que c'est clair que si on le fait, on n'ira pas loin. Et tous les exemples le montrent, hein, au niveau des familles, ainsi de suite, dans la société. Donc, on a intérêt, la société a intérêt, les hommes ont intérêt à ce que les femmes soient pas à leur côté, soit avec eux, pour continuer le processus de développement. Donc, quand on dit équité, c'est dit que c'est de permettre à l'autre, avec ses faiblesses, d'être au même niveau que ceux qui sont devant lui. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une générosité, mais c'est une question de justice pour permettre à tout le monde, y compris les femmes, d'apporter leur contribution au développement. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai d'autres questions. Monsieur Julien Yanvert, oui. À un même poste de responsabilité, est-ce que les femmes gèrent mieux que les hommes? Donnez-nous des exemples en Afrique et au Bénin. Bon, c'est peut-être une question pour titiller un peu. Et à un poste de responsabilité, je crois que ce qui est mis en avant, c'est les qualités pour gérer, pour tenir le poste et pour atteindre des résultats. Et quand on place des femmes à des résultats et à des postes de décision, quand on lui donne sa chance, la femme s'en sort bien. Elle produit du résultat. Et les femmes sont tellement, disons, enclins à, je vais dire, au perfectionnisme, puisque les stéréotypes font qu'aujourd'hui, quand une femme est nommée à un poste, elle fait face plus que l'homme à des défis comme je dois tenir au poste, je dois atteindre mon résultat, je dois me sacrifier pour. Donc, les femmes arrivent à relever ces défis-là, Donc, bon, peut-être qu'on peut citer certaines qui n'arrivent pas, mais c'est vraiment une quantité négligeable. Vraiment, merci les femmes s'en sortent. Oui, moi, j'ai un exemple, je ne vais pas donner les noms des institutions, mais il y a un exemple d'une institution où le remplacement du chef d'agence homme par un chef d'agence femme a permis de de relever toute une mafia, hein, en termes de fraude sur le crédit. Pas parce qu'elle a fait des enquêtes ou bien on a dirigeanté des enquêtes, des audits spécifiques, non, juste parce qu'elle voulait respecter les tests, elle voulait être très rigoureuse dans le respect des procédures. Et ce respect-là a peut-être traîné un peu les délais d'obtention de crédit et ça a révélé plein de choses. Et ça a été vraiment très, très utile pour l'institution pour pouvoir démanteler ces réseaux de fraude sur crédit qui étaient organisés par les agents. Donc, c'est un exemple pour montrer que la femme, lorsqu'elle a la chance, l'opportunité d'assumer des responsabilités, elle essaye de bien l'accomplir. Alors, bon, chez nous, à la FESECAM, puisque je peux donner aussi un exemple précisément chez nous, et depuis 2011, on a une femme qui est directrice régionale. Et cette femme-là, quand elle a été nommée, on a un prix qui est décerné aux directeurs régionaux. Et elle a pris ce prix-là une fois quand elle était dans un département. Et ensuite, elle a changé de département. On a dit, bon, on va voir. Elle a également pris le prix 2 fois de suite. Mais elle est en compétition avec 7 hommes. Mais elle tient. Voilà, merci. Alors, il y a Mme Rukaya Fall qui voudrait parler. Je vais lui donner la parole. Activez votre micro, Mme Fall. Madame Fall, bonjour, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Onvou. Merci à Madame Baba.
nous remercions vraiment le cabinet FS Expertise qui nous a associés à cette journée. Pour le leadership féminin dans les institutions de microfinance, ici au Sénégal, nous comptons dans les SFD non article 44, que les femmes sont leaders au niveau des présidents du conseil d'administration. Donc, elles sont les plus nombreuses à gérer aussi bien au niveau du président du conseil d'administration. Moi-même, je suis PCA d'une institution de microfinance. Et voilà, dans le secteur, il y en a beaucoup, vraiment, des SFD, non article 44, dirigés par des femmes. Nous, la particularité de notre institution, c'est que 98% du personnel, ce sont des femmes. Presque 98% des membres des élus aussi, ce sont des femmes. L'institution s'appelle MEC Synergie Femmes. Et à la question, est-ce que les femmes gèrent mieux? Moi, dans mon expérience dans le secteur de la microfinance depuis 2004, je vois que les femmes, si elles sont bien encadrées, arrivent à pérenniser leurs activités et participent à l'évolution vraiment du portefeuille de crédit. Donc, elles sont crédibles, elles sont entreprenantes. Maintenant, il faut surtout les encadrer. C'est ce que je voulais apporter. Et encore, merci beaucoup à M. Onvou et merci beaucoup à Mme la conférencière. Merci, Madame pour la participation et pour la contribution, surtout le partage d'expérience au niveau du Sénégal. Alors, je ne sais pas si Madame Gueye-Aïda est disponible pour dire quelque chose sur le leadership féminin, elle qui, pendant des années, a sillonné l'Afrique, les institutions de microfinance. Est-ce qu'il y a des choses à partager avec nous sur le leadership féminin en Afrique, dans les institutions financières, bien sûr? Madame Aïda, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. Si vous avez des choses à nous dire. Allô? Ok, il y a Stéphanie Sévi qui a levé la main. Apparemment, elle a disparu encore. Allez-y, vous pouvez parler. Hein. Activez votre micro et dites-nous ce que vous avez. Madame Stéphanie? Oui. Activez votre micro. OK, bon, en attendant, il y a des questions ici. Il y a Djibi toujours qui voulait savoir comment trouve-t-elle l'accompagnement des consultants comment vous trouvez l'accompagnement des consultants sur le plan de développement individuel dans le cadre du programme ADAPAMI? Bon, nous, on a l'expérience pendant l'année 2020, mais il y a des institutions qui ont été accompagnées en 2019. Et donc, la plupart de ces institutions, bon, au début, disons, elles ont eu du mal quand même à mettre en œuvre les plans. Parce que ça nécessitait l'engagement des RH et, disons, des dirigeants. Et vu que la question est sensible, et donc, il faut d'abord sensibiliser les gens, disons, à comprendre l'importance. Pourquoi particulariser une partie du personnel et leur faire des plans de développement individuel? Il faut faire face aux autres membres du personnel qui en ont besoin. Pourquoi ne pas faire à toutes les femmes? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ces questions-là qu'il faut régler à l'intérieur, il y a eu quelques difficultés. Mais je dois dire que ceux qui ont commencé en 2019, et aujourd'hui, enfin, on a déjà passé le cap de 2020, tout ça là. C'est quelque chose qui progresse bien. Et les femmes commencent à comprendre le contenu et à vraiment adhérer à la chose. Et les directions générales aussi accompagnent maintenant. Et chez nous, par exemple, il y a une femme qui était inscrite, qui a eu son plan de développement qui lui a été donné. Aujourd'hui, cette femme passe de chef d'agence à directrice de caisse. Bon, je ne peux pas dire directement que c'est lié au plan de développement individuel, mais
puisqu'elle a bénéficié du plan de développement individuel, on peut quand même la citer. Donc, voilà ce que je peux dire. C'est quelque chose qui est bien. OK. Merci. Et je vais permettre à M. Nianvert, qui avait déjà des questions ici, peut-être il va avoir l'occasion de le dire en direct. M. Nianvert, chef de service à Vital Finance. M. Nianvert, allez-y. Allô? Oui, on vous entend. OK. Merci, madame, pour votre communication assez claire. C'est la preuve qu'il y a des femmes de valeur au Bénin. Si je posais la question tout à l'heure de savoir si les femmes gèrent mieux que les hommes, vous-même, vous en êtes un exemple. Merci. C'était pour vous féliciter. Merci beaucoup. Alors, c'est depuis 1977 que les Nations Unies ont adopté la journée du 8 mars comme journée internationale pour la défense des droits de la femme. Mais quand on fait le bilan aujourd'hui, on voit qu'effectivement, il y a eu du chemin parcouru, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire au point où on se demande, mais quels sont les freins, les véritables freins à la correction de cet écart, l'écart homme-femme. Alors, moi, souvent, je dis, le verre est dans le feu, et dans ce sens où l'éducation est la base, l'enseignement est la base. On a beau crier la volonté politique peut décréter 50% de femmes, 50% d'hommes à tous les postes, mais il va falloir trouver des femmes ayant ces qualifications, ayant reçu ces formations pour occuper ces postes. Par conséquent, la base pour moi, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Donc, les actions premières qu'il faut que toutes les organisations doivent mener pour corriger l'écart, c'est qu'il faut encourager l'éducation des filles. Il faut encourager que les filles se forment et vraiment aient la capacité d'occuper des postes de responsabilité. L'écart est grand et ce n'est pas seulement au Bénin ni en Afrique, même dans le monde entier, il y a toujours cet écart-là. La preuve, nous avons dans le monde entier, il y a eu 22 pays qui ont fait l'expérience de chefs d'État et de gouvernement comme femmes. Et il y a 119 pays dans le monde qui n'ont jamais fait cette expérience. Nous avons, quand on vient au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on n'a que 4,4% des chefs d'entreprise femmes. Et vous voyez que l'écart est grand. Et cet écart-là, ce n'est pas seulement au Bénin, ni en Afrique, c'est dans le monde. Au Bénin, nous avons 4 fois de cadres hommes que de femmes. Nous avons 5% des femmes qui sont salariées pendant que 16,8% des hommes sont salariés. Ce sont des chiffres parlants. Alors, à partir de ces chiffres, il faut des actions. Et l'action première, c'est l'éducation, c'est l'enseignement. Merci, madame. C'est juste une contribution. Oui, je vais laisser Madame Baba réagir avant d'apporter ma contribution à cette intervention. Très intéressante. Oui, okay. Oui, allez-y. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Nianvert. Et j'ai vu les chiffres que vous nous avez donnés. Ça reflète un peu la réalité. Et c'est vrai que l'éducation de base, c'est la chose qu'il faut tenir. Mais en l'état aujourd'hui, on va tenir non seulement l'éducation de base, mais aussi des actions comme le leadership féminin qu'il faut promouvoir le leadership féminin. Et quand vous parlez de l'éducation de base, je suppose que vous parlez de nos manuels scolaires. Hein, vous prenez le manuel de CI d'un enfant, vous verrez toujours maman en train d'allaiter un bébé ou en train de balayer, et vous n'êtes pas assis sur le fauteuil, soit il regarde la télé ou bien il vient du champ. Donc, tout ça là conditionne nos enfants. À la maison, qu'est-ce que nous faisons? Et maman, la petite fille est toujours à côté de maman
et le petit garçon, il est toujours à côté de papa. Si on veut laver la voiture, on appelle le petit garçon. Et si on veut, disons par exemple, changer la couche du bébé, on appelle la petite fille. Donc, c'est autant de choses hein, qu'il faut corriger. Maintenant, on ne va pas laisser la chose et dire, nous qui sommes déjà des mamans, on n'a rien à faire, non. Si il faut, disons, promouvoir le leadership féminin, quand quelqu'un a été conditionné pendant longtemps ou que quelqu'un est sous emprise, vous ne viendrez pas le sauver. Vous devez renforcer ses capacités pour que lui-même, il développe la force interne pour se sortir de la situation. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui avec les femmes qui sont déjà... Il faut sensibiliser, mais il faut renforcer aussi beaucoup leur capacité pour leur permettre de s'épanouir. Et comme ça, quand on dit souvent que quand on éduque une femme, c'est qu'on éduque toute une nation. C'est vrai. C'est vrai. Une femme est analphabète hein, qui a éduqué ses enfants. Vous verrez la différence avec une femme, par exemple, qui a étudié jusqu'au niveau, je ne sais pas, niveau master, doctorat. C'est différent. Et elle produit des enfants d'une qualité donnée par l'éducation qu'elle leur donne. Donc, on peut faire des choses maintenant. Par exemple, dans le leadership féminin, on parle de développer sa personnalité. Donc, on peut faire des choses comme ça pour rattraper ce qu'on a perdu dans l'enfance. Nous, par exemple, donc, on attaque la chose à la base, mais aussi actuellement par les femmes qui sont déjà sur le fond. Donc, merci beaucoup pour votre contribution. Moi, j'ai la chance d'écouter les chiffres que vous avez donnés. Ça m'édifie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma contribution par rapport à cette intervention, c'est toujours, quand il s'agit des femmes, on veut qu'elles soient toujours parfaites avant d'être devant la scène. Hein? On dit qu'il faut qu'elles soient compétentes. Si on veut 20% de femmes maintenant, on ne va pas en trouver parce qu'elles n'ont pas le niveau, elles n'ont pas. Ça, c'est vraiment un exemple de ce de l'approche qu'on adopte souvent dans nos contrées lorsqu'on parle de l'égalité homme-femme ou bien de la promotion des femmes. Mais quand il y a des hommes, vous n'allez jamais entendre cette préoccupation-là. C'est-à-dire qu'un homme est d'office compétent, hein, mais une femme, elle souffre toujours de ce doute de compétence. Alors qu'il se trouve seulement avec la notion d'équité de dire, bon voilà, nous n'avons pas de femmes peut-être qui ont les compétences théoriques qu'on a demandées, mais on peut les mettre au poste et les faire coacher, et mettre en place, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, un plan de développement individuel pour les amener à s'aligner sur les exigences de leur poste. Mais si on attend qu'elle va passer, une femme qui a déjà 30 ans, 35 ans, qui travaille déjà, qui n'a pas un niveau d'académique ou niveau de formation de base, vous allez la former quand? Vous allez la mettre dans un environnement quand? Mais si on met des dispositifs de coaching, de formation de courte durée, ainsi de suite, ça va les amener à atteindre ce niveau-là. Mais si on veut que d'abord elle ait les diplômes avant ou bien les compétences académiques là, avant d'aller à un poste, vous n'en aurez pas. Parce que pendant des années, des siècles, elles sont restées derrière. Ça, c'est quelque chose de normal. On n'a pas besoin de que les femmes aient les compétences avant de les promouvoir. Mais on peut les promouvoir en mettant en place l'accompagnement nécessaire. Et c'est ça les défis de la promotion de leadership, c'est de faire en sorte que les femmes puissent accéder aux postes et que les dispositifs de gestion, de formation, de ressources humaines tiennent compte de ces spécificités-là. Si on a une femme, on veut promouvoir une fille en chef d'agence, peut-être que les procédures ont dit qu'il faut avoir licence. Mais si on n'en a pas, mais on tient à ça, on peut mettre quelqu'un qui a un bac et mettre en place le dispositif qu'il faut pour l'accompagner. Et on va voir que parce que c'est un défi qu'on lui donne à relever et je suis sûr qu'elle va se mettre à la hauteur. Maintenant, si après tout ça, ça ne donne pas, on peut la changer, mais déjà, exiger la compétence d'abord avant de promouvoir les femmes, je pense qu'on va encore attendre des années. Parce qu'en termes de compétences, aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas faire comment on appelle, ne peuvent pas faire la course avec les hommes. Les hommes, ils ont tellement de diplômes dans tous les sens, dans tous les niveaux, de toutes sortes, que si on cherche une femme, un homme qui a telle compétence, on ouvert à tous les hommes et les femmes, vous ne voulez pas. Les femmes, sur 10, peut-être que vous allez avoir une femme. À quel moment elle va gagner le match? C'est compliqué. Donc, cette volonté-là doit être traduite par des dispositifs d'accompagnement, de coaching, de formation personnalisée pour amener les gens à atteindre les niveaux. Donc, c'est vrai qu'il y a un défi à ce niveau-là, mais on ne va pas attendre que ça soit réalisé, que tout soit parfait avant que les femmes puissent évoluer, atteindre les postes.
Alors, il y a Papa Si qui voulait savoir, est-ce que dans les IMF, les femmes évoluent au même niveau que les hommes? Bien compris la question. Évoluent au même niveau. Est-ce que ça veut dire que les femmes font la même carrière ou bien occupent Soit les carrière, poste, ainsi de suite, les mêmes fonctions peut-être? Oui, enfin, pour l'expérience que je connais, oui. Pas de difficulté à ce niveau. Vous méritez un poste et vous allez l'avoir. Enfin, c'est ce que je pense. Mais quand on monte, par exemple, à des postes comme directeur régional et tout ça, là, il y a certaines qualités qui manquent à la femme. Par exemple, il y a l'audace qui manque à la femme. Quand on atteint ces niveaux-là, il faut oser, par exemple, et montrer qu'on veut le poste, hein, et faire tout ce qui est, disons, autour de ça. Les jeux politiques, les jeux couloirs. Les jeux politiques, voilà, c'est ça. Et donc, quand la femme n'est pas aussi audacieuse que ça, et quand elle met dans la balance qu'elle est mariée, qu'elle ne peut pas faire un certain nombre de choses, tout ça, ça commence déjà par l'handicaper. Et c'est la volonté maintenant de celui qui nomme qui permet d'imposer, de dire oui, elle a les compétences. C'est vrai qu'elle n'a pas fait les autres choses, mais on l'apprend. Donc, ainsi de suite. Donc, alors, si c'est Djibi sur la question du plan de développement individuel, il voulait savoir si c'est une approche porteuse maintenant, selon les objectifs. Est-ce que le fait de mettre en place des plans de développement individuel pour les femmes, pour les accompagner, est-ce que cette approche-là a donné de bons résultats? Bon, on ne peut pas encore évaluer parce que ça fait la deuxième année de mise en œuvre de cette approche-là. Mais pour ce que je sais, ici à la FESECAM, je citais tantôt l'exemple d'une qui a été identifiée, qui a bénéficié du plan. La mise en œuvre a commencé, mais elle vient d'être nommée. Est-ce que c'est parce qu'elle s'est améliorée ou bien son plan a été mis en œuvre? Donc, je ne fais pas encore le lien, mais je dis que voilà quelqu'un qui a été capable de prendre son plan et de commencer à exécuter. Peut-être que c'est ça qui a permis qu'elle grimpe aujourd'hui, je ne sais pas. Mais on n'a pas encore évalué, disons, cette action de mise en œuvre des plans de développement individuel. Mais pour ma part, c'est une action qui aura du mal à prospérer. Pourquoi? Parce que les institutions de microfinance, je ne suis pas en train de les voir, et avec toutes les charges qu'elles ont, élaborer des plans de développement individuel chaque année pour les femmes. Et que vont dire les hommes? Parce que quand on parle d'égalité homme-femme, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas aussi aller dans la discrimination. Ok. Voilà ce que je peux dire. Merci. Il y a M. Janvier qui revient encore. Bon, je dis que ce n'est pas une discussion, hein, c'était juste une contribution pour accompagner votre dernière intervention. Maintenant, allez-y. Non, Sylvestre, on se comprend. Je te comprends très bien. C'est vrai, il y a un écart de plusieurs années et qu'aujourd'hui, il faut faciliter la tâche à nos mamans, à nos sœurs. Mais il y en a, comme Madame Baba, qui va refuser qu'on les aide. Ce n'est pas une aide, c'est un mérite. C'est un mérite, oui. Voilà, un mérite. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voudrais dire. Et profiter aussi pour dire, dans les institutions financières, lorsque vous observez le portefeuille crédit et la qualité de ce portefeuille, les femmes remboursent mieux que les hommes. Ouais, les femmes remboursent beaucoup mieux que les hommes. Et cela se justifie hein, à plusieurs raisons. L'homme est ce qu'il est, nous sommes ce que nous sommes, avec tout ce que nous avons comme charge occulte. Hein, donc, je trouve que les femmes sont plus encouragées à l'entrepreneuriat aujourd'hui parce qu'elles ont la facilité. Beaucoup d'institutions proposent des produits typiquement femmes. La conférencière l'a présenté tout à l'heure. Il y a des produits destinés
exclusivement aux femmes. Il y a des produits destinés à tout le monde, mais on se rend compte que c'est plus les femmes qui prennent ces produits-là. Autant d'actions pour promouvoir la femme. Lorsque la femme réussit, c'est toute une nation qui réussit. Lorsque même dans le foyer, votre femme arrive à engranger des revenus, c'est toute la famille qui en profite. Par contre, si c'est un homme, hein, on ne sait pas, on ne comprend pas toujours où est-ce que tout son argent s'en va. Hein. Il y a des dépenses occultes auxquelles on n'a pas accès. Donc, moi, j'encourage vraiment toutes les femmes qui ont eu l'audace de militer dans des associations. J'encourage toutes les femmes qui, lorsqu'il s'agit de défendre la cause de la femme, elles prennent leur courage et puis se mettent devant. Je les encourage. Madame a développé tout à l'heure les qualités qu'il faut. Ces qualités-là ne s'apprennent pas à l'école. Non, ce n'est pas à l'école, mais c'est dans l'exercice de ces fonctions, de ces activités qu'on acquiert, le développement personnel, et qu'on acquiert ces qualités pour être vraiment un bon leader. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a Madame Sylvie Stéphanie qui voudrait que vous partagiez votre expérience en termes de leadership, parce qu'elle dit, une femme leader a dit une fois que pour qu'elle y arrive, il a fallu qu'elle sacrifie son ménage, parce qu'elle était souvent absente. Alors, comment vous voyez cette approche de leadership? C'est-à-dire, pour être leader, une femme doit forcément sacrifier son ménage. Non. Vous avez des expériences à partager? Je ne crois pas que pour être leader, il faut sacrifier un ménage. Non. Et le ménage est par excellence le lieu où naît la famille. Et c'est le lieu où l'amour ne finit jamais. Donc, il ne faut jamais sacrifier, c'est-à-dire cette partie-là, pour le leadership. À mon humble avis, je préfère sacrifier le leadership et garder le ménage. Parce que le ménage, c'est la société. Hein, quand ça dégringole, c'est parce que dans le ménage, on n'a pas fait ce qu'il faut. Et on dit souvent qu'il faut s'occuper des enfants. Le besoin matériel des enfants dans le ménage n'est pas que... Je ne vois pas ça comme, disons, c'est vrai que c'est important, mais c'est beaucoup plus le temps qu'on consacre aux enfants qui permet d'avoir des personnes équilibrées. Donc, je pense qu'il faut faire attention et ne pas sacrifier le ménage. On peut se sacrifier soi-même. Quand on a décidé d'être leader, on s'occupe du ménage, mais on doit se sacrifier soi-même pour dégager du temps et s'occuper des activités autres que des activités du ménage. Mais il faut vraiment faire en sorte, si on a des sociétés aujourd'hui qui ne marchent pas, dans la société, il y a beaucoup de maux dans la société, c'est parce qu'à un moment donné, bon, je pense qu'à un moment, la femme a quitté le ménage, quoi. Et les activités économiques ont pris de l'importance. Aujourd'hui, c'est celui qui a l'argent qui détient le pouvoir. Hein, ce n'est plus celle qui s'occupe de mettre les choses en ordre. Ça, c'est la femme. Et elle a quitté le ménage et aujourd'hui, on voit ce qui se passe dans la société. Les enfants sont à gauche, à droite. Et les valeurs, ça va dans tous les sens. Mais celle qui organisait tout ça, aujourd'hui, on ne lui reconnaît pas cette valeur. Et elle se dit, allons voir un peu du côté économique. Et tout le monde va vers là-bas. Ça prend de l'ampleur, mais de l'autre côté, la société est en train de tomber. On ne sait pas dans quelle société on vit aujourd'hui. Parce que celui qui va organiser n'est plus là. Donc, je pense qu'on ne va pas sacrifier le ménage, non. On va essayer, même si aujourd'hui c'est parti en morceaux, on peut essayer de commencer, de construire, de continuer à construire. En tout cas, pour là où nous sommes, il faut conserver les choses. Enfin, c'est ce que je pense. OK. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qu'il y avait ici. On n'a pas de nouvelles questions. Donc, je voudrais vraiment remercier. Alors, il y a Djibi qui vient de lever la main. Je vais lui donner rapidement la parole. Djibi, vous pouvez activer votre micro et intervenir.
Sylvestre, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va bien, ça va bien. Le Sénégal vous salue. Hein? Oui, tout à fait, merci. Il y a UFM aussi qui vous remercie et qui vous salue beaucoup. Okay. Je remercie Mme Baba pour la présentation qui a été très claire. Et tout juste, le dernier mot, c'est tout juste pour rappeler qu'au début, elle parlait au niveau de la femme, qu'elle doit rester féminin. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette partie quand elle a dit, parce qu'on ne peut pas être leadership féminin et ne pas rester féminin, surtout au moment des tenues de réunion, au moment des prises de décision. Madame Baba, c'est la seule chose que je voulais compléter pour te dire que vraiment la présentation était claire et vraiment on a, en tant qu'homme, nous avons appris beaucoup de choses. Merci Sylvestre. Merci Djibi, merci à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur Djibi. Merci beaucoup, monsieur Djibi. Okay. Merci pour votre intérêt pour la cause des femmes. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres préoccupations. Alors, on voudrait juste vous rappeler que nous avons actuellement en préparation notre formation sur l'audit interne, les travaux de fin d'exercice de l'auditeur interne. La date limite d'inscription, c'est pour demain, 10 mars. Le tarif, c'est 20 000 francs CFA, 40 $ US. Donc, vous pouvez toujours vous inscrire. Nous sommes ouverts. Et nous remercions déjà ceux qui se sont déjà manifestés. Et nous avons aussi pour le mois, toujours au cours du mois de mars, trois autres formations qui sont en préparation. Alors, nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir dans les intervenants, enfin dans les participants, le formateur de notre prochain atelier qui est prévu pour le 18 mars, excusez-moi, sur le suivi des comptes transitoires, M. Madou. Alors, je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse parler rapidement de l'importance de ces formations et de ces grands livres. Donc, M. Madou, vous pouvez activer votre micro. Hein. Oui, allez-y, quelques minutes. Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Allô, Doyen Madou, vous êtes là? Malheureusement, notre intervenant a quelques problèmes par rapport à son micro. On ne l'attend pas. Donc, je voudrais vraiment remercier tout le monde pour la participation, pour l'intérêt. De plus en plus, on est en train de former une communauté. Il y a des gens qui sont toujours présents dans nos événements. On les remercie. On espère vous les revoir très bientôt. Alors, M. Madou, allez-y. Le micro est ouvert. On ne vous entend pas du tout. Hein. Votre micro est activé. On ne vous entend pas. Allô? Allô, M. Madou? On n'a toujours pas. OK. Activez votre micro maintenant. Oui, en principe, je l'ai activé. Bon. OK, c'est bon. Allez-y maintenant. OK. Vous entendez parfaitement bien. Voilà. Merci bien, Sylvestre. Ça a été un plaisir pour participer quand même à cet entretien de cet après-midi. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Maintenant, pour ce qui me concerne, maintenant, c'est la présentation du prochain thème qui aura lieu le 18 mars prochain, qui porte sur le suivi des comptes transitoires d'attente et de liaison, qui va aussi se poursuivre sur le processus d'élaboration des comptes consolidés et des comptes combinés. Ce thème est d'une importance capitale en cette période d'élaboration des états financiers parce que
réseaux, les institutions qui sont en réseau, non seulement ont l'obligation d'élaborer les comptes pour chaque entité de base, mais aussi sont tenus d'élaborer les comptes combinés ou consolidés et de les transmettre aux autorités monétaires. Mais il n'est pas rare qu'il y ait beaucoup de réserves que les auditeurs et les commissaires aux comptes portent sur ces états financiers consolidés. C'est ce qui fait l'intérêt de cette thématique. Et nous allons partager un peu nos expériences avec vous sur ces principales observations qui sont relevées et les techniques et les dispositions à mettre en place pour pouvoir éviter, disons, et ne plus avoir de ces réserves dans les comptes consolidés et combinés. Donc voilà un peu l'intérêt de ce thème. Et nous allons inviter toutes les institutions à pouvoir inscrire leurs collaborateurs pour pouvoir disposer des techniques et pour pouvoir éviter de ces erreurs et avoir une certification label pour les états financiers consolidés. Surtout les institutions qui sont en réseau sont les plus concernées. Les institutions mutualistes sont les plus concernées, mais aussi les institutions qui ne sont pas mutualistes, qui sont même agrément uniques, qui ont des points de service, des agences dont ils consolident les données s'il y a des opérations en interne qui se réalisent en ce niveau de points de service. Il va falloir mettre des dispositifs, disons, en place pour pouvoir éviter ces problèmes. Donc, nous allons profiter pour voir toutes ces techniques et aussi voir les cycles d'élaboration des états financiers consolidés et combinés, les outils à mettre en place et les formats dans lesquels ça peut être fait, la documentation. Et nous avons constitué un collaborateur pour pouvoir disposer des techniques et l'intérêt qui est derrière ce thème et avoir une certification. Surtout les institutions qui mutualisent sont les chefs comptables, les auditeurs, les contrôleurs et les informaticiens, mais aussi les institutions qui ont agrément unique, qui ont des points de service. Il va falloir mettre des à éviter ces problèmes. Donc nous allons profiter des cycles d'élaboration des données, et les formats dans lesquels ça peut être constitué avec les prix correctement le travail et sans accroc. Donc voilà, et donc que ce soit les comptables, les contrôleurs et les informaticiens qui tout ce processus et les chefs d'agence aussi et la fiabilité de ceux qui étaient intéressés par ce thème, vraiment très content de lancer. Donc voilà, vous n'avez pas le retour. Non, maintenant c'est bon. Donc merci beaucoup, doyen, pour cette intervention. Il y avait une sorte de répétition là. D'accord. Mais c'est bon, je pense qu'on vous a compris. Donc je voudrais inviter tout le monde, tous ceux qui sont intéressés à se joindre à nous. Hein, déjà pour la formation prochaine, pour le 11 mars, avec notre formateur, M. Oulo, sur l'audit des travaux de fin d'exercice de l'auditeur interne, et peut-être le 18 mars sur le suivi des comptes transitoires avec M. Madou. Donc merci à tout le monde, merci à Mme Baba pour son temps, pour sa détermination. Je suis très, très déterminé sur les questions du genre. Et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé qu'elle a toujours cet engagement-là. Et nous allons continuer à collaborer sur cette thématique. Merci à tout le monde. Merci à Aïda. Merci au doyen Kouponou qui est resté, qui n'a pas voulu nous dire quelque chose. Et merci à Djibi, merci à Yanver, Falk, tous les amis de ACFB et surtout les inscrits de Renaka. Je voulais les remercier parce que j'avais beaucoup d'inscrits de femmes de Renaka, je voudrais les remercier et leur prier de transmettre mes salutations à leur directeur général, M. Yango, pour cette sensibilisation qui a abouti à une inscription massive du personnel féminin de Renaka. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu être présent aujourd'hui pour pouvoir profiter de l'expérience. Mais comme on le fait d'habitude, vous aurez les supports. Vous aurez aussi le lien pour accéder à la vidéo. Donc, ceux qui voudront le regarder après, vous avez cette possibilité-là. Merci beaucoup et on espère se retrouver très bientôt encore sur nos thématiques, webinaires gratuits toujours, mais également sur nos ateliers de formation en ligne et peut-être aussi sur nos masterclass qui vont démarrer bientôt avec toujours des experts de haut niveau.